Apparu dans l'art dès l'Antiquité, mais ayant dû attendre le siècle d'or néerlandais pour devenir un genre à part entière, la vanité ne symbolisait pas que la brièveté et la fragilité d'une existence humaine soumise à la fuite du temps, elle rappelait aussi l'égalité de tous devant la mort. Limitée le plus souvent à la présence d'un crâne au sein d'une nature morte, elle fut peu à peu résorbée par le succès public de celle-ci. Le thème, bien sûr, ne pouvait qu'inspirer les artistes, désireux par nature de saisir l'insaisissable, dire l'indicible, tromper la mort et arrêter le temps. Seulement voilà comment symboliser le destin brisé d'un enfant. Car si la vertueuse vanité s'est gaussée de la vacuité des ambitions humaines, la beauté, la richesse, la puissance ou encore la recherche inlassable du plaisir, elle a préféré éluder que la mort pouvait, tout autant qu'un coupable, faucher un innocent. On imagine mal, en effet, des artistes à la sensibilité forcément exacerbée, parfois eux-mêmes chargés de progéniture, mettre un crâne dans les mains d'un enfant ou faire se trémousser un squelette dans son dos pour signifier qu'il s'agit d'un portrait posthume. Alors comment procéder? Comment, sans ajouter au pire des chagrins humains, symboliser à la fois la fragilité et la légèreté, tout en fixant pour l'éternité la beauté transitoire d'un être que la mort nous a trop tôt arraché? Comment peindre l'éphémère, le fugitif, la grâce dans ce qu'elle a de plus précaire? Dans l'Antiquité, les enfants étaient pourvus d'un collier singulier censé les préserver des accidents et des maladies, en fait une bulle chargée de formules magiques qu'ils offraient aux dieux une fois parvenus à l'âge adulte. Ici, on le voit, et bien qu'elle puisse se briser facilement, la bulle avait comme première fonction la protection. Dans nombre de vanités traditionnelles, le peintre a représenté une boule de cristal, mais il semble qu'en plus de symboliser le globe terrestre ou l'avenir, elle fut surtout pour lui le moyen de mettre en scène son propre reflet, comme pour mieux nous dire « Je ne me place pas au-dessus de vous, au contraire je suis tel que vous, moi aussi je puis céder à ce sentiment pleinement humain qu'est la fatuité. » Au tout début du siècle d'or néerlandais, des professionnels de la vanité avaient d'ailleurs abondamment associé crâne humain et bulles de verre ou de savon, comme si celles-ci étaient des émanations de la pensée de celui-là, mais ces artistes étaient avant tout les héritiers de la Renaissance nordique, comme on peut le vérifier avec cet étonnant vitrail. J'avoue ne pas savoir si l'on a pu dater précisément l'invention de ce classique des jeux d'enfants que sont les bulles de savon, mais leur apparition dans l'art remonte donc au moins au Cinquecento. Même si nous ne retrouverons jamais toutes les clés qui permirent aux contemporains des artistes de la Renaissance puis du baroque de lire dans leurs tableaux comme dans un livre ouvert, nous pouvons aisément deviner ce que les bulles de savon ont apporté en matière de symboles. Car à moins de considérer comme le comble de la vanité le fait d'avoir engendré un enfant, qu'il faut sans cesse recadrer avant qu'il n'atteigne l'âge où il volera de ses propres ailes, je ne vois pas quel autre sens qu'une mort prématurée donnait à cette persistante cohabitation dans la peinture des poupons et des bulles de savon. Voilà, vous l'aurez compris, le symbole, lourd de chagrin comme de sens, de menace comme de souffrance, est à l'extrême opposé de ce qui est représenté, ces bulles de savon aussi légères que l'air qu'elles contiennent, libres, gracieuses, iridescentes, mais aussi terriblement fragiles, prêtes à éclater au premier contact avec un corps solide. Il semble bien pourtant qu'elles soient ce que les peintres ont trouvé de plus puissant pour évoquer l'impossible deuil. Pour ce dernier tableau, par exemple, c'est une certitude. Réalisé après la mort à l'âge de 6 ans de Mademoiselle de Tours, il est bel et bien le portrait posthume d'un enfant.